Alors, au départ, il faut savoir que j'ai demandé à Frédéric Maget quel était le thème de cette table ronde, après avoir lu le livre quand même, et il m'a répondu 3 voix. Et c'est pas faux. 3 voix différentes. Alors, entre vous deux, il y a quand même quelque chose comme un lien, puisqu'il y a une démarche autobiographique, qu'elle soit de roman pour vous, Marie-Ève, et d'essai plutôt, et de poésie, j'allais dire, parce que c'est un essai très poétique, on va en parler. Je suis très déçue parce que sur la couverture de livre, vous aviez les cheveux roses. Oui, mais pendant la pandémie, c'était dur à entretenir les cheveux roses. Parce qu'on va beaucoup parler du maquillage comme artifice. Et moi, ça me convient, le maquillage comme artifice. J'aime beaucoup ce que vous dites sur le fait qu'on tolère le maquillage à condition qu'il paraisse naturel. Or, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour paraître de l'artifice. Oui, il y a un genre d'hypocrisie là, quand on parle de maquillage. Puis, ce qu'on aime, c'est ce qui n'a pas l'air de l'artifice. Ouais. Donc, on va en parler au fond. Mais j'ai commencé à parler avec Marie-Ève. Alors, Marie-Ève, je vous recommande son livre, mais je vous en recommande un autre aussi, qui est le premier que j'ai lu d'elle, qui s'appelle Peggy dans les phares, et qui est, disons, un hommage. Les phares, P-H-A-R-E-S, oui. Parce qu'on aurait, comme la thématique, oui. C'est l'écriture sans phare, F-A-R-D-S, je veux quand même spécifier qu'il s'agit des phares d'une voiture. Vous pouvez dire un mot de ce livre, même si ce n'est pas le livre prioritaire aujourd'hui, parce que moi, c'est un livre qui me touche beaucoup. Alors, Peggy dans les phares, c'est un livre que j'ai publié en 2017 et qui est le fruit d'une longue recherche sur la vie intime de Françoise Sagan, puisqu'à l'époque, suite à un biopic de Sagan, j'avais découvert qu'elle avait eu une histoire d'amour avec une femme, Peggy Roche, qui dans le film Sagan, qui est un téléfilm en réalité, apparaît... Avec notamment une femme. Oui, bien sûr. Surtout, elle a eu un mari, elle a eu un enfant, etc. Et puis elle a eu d'autres femmes. Elle a aussi eu d'autres femmes dans sa vie, mais en tout cas, il y a eu une grande histoire d'amour avec cette femme qui s'appelle Peggy Roche. Et donc, ce personnage apparaît comme ça de manière un peu fugace dans ce film. Le personnage de Peggy Roche apparaît aussi dans plusieurs des biographies qui lui sont consacrées, mais toujours comme une sorte de petit accident, petite parenthèse. Les biographes n'osaient pas vraiment se pencher sur cette question. Or, vivre pendant 20 ans avec une femme, une histoire amoureuse quand on est écrivaine, c'est évidemment pas un détail. Et donc j'ai eu envie de savoir qui était cette femme, d'autant plus qu'on trouvait pratiquement aucun renseignement sur elle. On savait qu'elle était vaguement styliste et qu'elle avait travaillé comme mannequin et journaliste, mais il n'y avait rien. Sur Google, on trouvait à peine des images. Et puis j'ai commencé à faire une vaste enquête auprès des amis de Françoise et Peggy, qui étaient donc assez âgés au moment où je les ai rencontrés, faire beaucoup de recherches dans les archives de Elle, du magazine Elle, et puis voyager un peu partout, rencontrer son fils, etc., pour finalement faire un portrait de cette femme et d'établir, en tout cas d'essayer d'imaginer une histoire d'amour secrète, puisqu'évidemment Sagan n'en parle jamais et elle n'en parle pas non plus dans ses livres, et essayer de comprendre aussi pourquoi cette histoire a été restée secrète, non seulement évidemment pour... je pense protéger des apparences bourgeoises, mais aussi ça s'ancre dans une histoire sociale, l'histoire aussi de l'homosexualité. Et donc ce livre est un roman qui plonge dans leur intimité et qui est, à mon sens, aussi une histoire des luttes LGBT en France. Oui, et puis aussi, moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça redonne son destin à cette femme qui a été assez ignorée, en fait, assez, je dirais pas mise de côté, mais mise par derrière. Alors, il est en poche, d'après ce que j'ai vu, donc je vous le recommande vraiment. Mais on va parler de cette autobiographie de l'étranger, qui est un livre très étonnant, qui est en fait constitué de multiples fragments, qui sont numérotés, mais il y a un fil, évidemment, quand même. Et au fond, ça commence par le fait que vous dites que vous êtes senti nulle part chez vous. Donc, quand on se sent nulle part chez soi, finalement, on peut partir, on peut bouger. Oui, alors à vrai dire, pour raconter un peu l'histoire en 2 minutes, je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans parce que je voulais y faire des études et vivre ma vie, et aussi parce que je ne me sentais pas très bien chez moi, ce qui est le cas, je pense, de beaucoup d'adolescents, et que cette pulsion première de s'imaginer que la vie serait tellement merveilleuse ailleurs est une espèce d'énergie, ma foi, qui est propre à la jeunesse en réalité, cette naïveté que voilà, si on va au bout du monde, c'est un peu la chanson d'Aznavour aussi, emporte-moi. Voilà, donc j'étais persuadée qu'en allant au bout du monde, ça serait absolument merveilleux. Et en arrivant au bout du monde, donc, qui était pour moi Paris,
j'ai réalisé que c'était pas non plus chez moi et que cette maison imaginaire que je venais de quitter car je m'y sentais pas chez moi, eh bien, cette maison qui devait donc m'accueillir n'était pas non plus une maison en réalité dans laquelle je me sentais très bien. Et ça a créé au cours des 20 dernières années un sentiment quasi permanent de malaise et de mal-être, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être très juste ou très honnête et de mentir en permanence par rapport à qui j'étais et d'où je venais. Et je me suis dit, plutôt que de continuer comme ça à cumuler des moments de malaise où je rougis, je suis inquiète à l'idée de révéler vraiment d'où je viens, je vais plutôt utiliser ce matériau-là de la timidité pour en faire un livre. Et j'ai réalisé que le fait de se sentir étranger, non seulement au niveau géographique, mais aussi au niveau même social, c'était un sentiment qui était universellement partagé. C'est-à-dire que des Français, par exemple, qui sont nés en France, pouvaient se sentir étrangers à leur propre pays dans 1000 situations. Ne serait-ce que lorsque des gens, par exemple, d'un milieu ouvrier se retrouvaient dans un milieu intellectuel ou alors très bourgeois, ou alors quelqu'un qui est secrètement homosexuel qui se retrouve dans un environnement très hétéro et assez conservateur. Voilà, il y a 1000 occasions dans la vie de se sentir étranger et de le cacher. Et évidemment, ça a été aussi un terrain d'exploration pour la sociologie, comme on a pu beaucoup voir ces dernières années avec Didier Ribon, dans la lignée de Pierre Bourdieu, toute cette étude des conséquences des transfuges. Et j'avais envie d'utiliser ça, non pas pour en faire un essai de sociaux, mais en faire vraiment un roman. Mais je crois aussi que c'est un exercice sur la liberté, sur la construction de sa liberté, qui découle de la phrase que vous avez mise en épigraphe, qui est une phrase de Paradis de Philippe Solers, qui dit « Je ne peux pas considérer comme libre un être n'ayant pas le désir de trancher en lui les liens du langage. » Et donc ça, c'est très important dans ce livre. Et tout ce que vous dites aussi sur la lecture, d'ailleurs, il y a un passage que j'aime tellement que je vais le lire. Il faut que je mette mes lunettes, je suis désolée, je déteste, mais bon, on n'a pas le choix. À un certain moment... Alors je mets un signet pour trouver, puis après je ne trouve pas, évidemment. Voilà. Je lis parce que je cherche, dans le secret d'une pensée autre que la mienne, des réponses dans la nuit des questions. Je me sens proche des exilés, des misanthropes, des incompris. Je lis parce que j'ai besoin que l'on me chuchote quelque chose d'intime à l'oreille, quelque chose de totalement inconcevable à dire en dehors du livre. Oui, alors on peut quand même se demander à quoi servent les livres. C'est une question que je me pose très régulièrement parce que c'est un travail assez ingrat. Donc on en parlait à l'heure du déjeuner, ça peut être des années de travail enfermé dans une petite chambre pour au final parfois ne même pas être publié ou alors être publié mais lu par 3 personnes, etc. Donc en fait cet acte de foi quand même de se dire j'y retourne, j'y vais, j'y crois, ça demande quand même beaucoup d'énergie et donc on peut se demander parfois pourquoi la littérature. Et c'est vrai que dans des moments comme ça, parfois de grande solitude, de chagrin, de désarroi, la littérature est, en tout cas pour moi, le seul lieu où il y a de l'intimité qui est indicible sous une autre forme. Et le fait d'être à proximité des auteurs et qu'ils me disent des choses très intimes, comme s'ils s'adressaient qu'à moi, mais heureusement ce n'est pas le cas, j'y trouve une forme de consolation très grande. Et dans ce paragraphe, j'ai cherché à parler plutôt de la lecture plutôt que de l'écriture, c'est-à-dire que la lecture est un mouvement plus consolatoire presque que l'écriture. Mais je voudrais qu'on revienne sur cette histoire d'arriver. Donc vous arrivez et immédiatement, vous savez que c'est pour toujours. Donc que vous avez choisi l'exil, il faut bien appeler ça par son nom, ça s'appelle l'exil. Et vous entrez en plus dans tout ce processus extrêmement désagréable de devoir aller demander des titres de séjour, le renouvellement des titres de séjour. Et à un moment, vous dites 2 choses. Vous dites, j'ai su tout de suite que c'était pour la vie que j'étais là, et donc pour toujours. Et aussi, j'ai choisi volontairement d'être prisonnière de l'exil. C'est cette phrase qui m'a intéressée. Oui, je dis parfois que je me suis suicidée géographiquement parce que, avant de partir, j'étais très très désagréable avec les miens. Et je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. Et je pense que je me suis obligée à couper les ponts pour faire ce geste très dur qui est de quitter chez soi. Parce que c'est plus confortable d'être chez soi, c'est plus facile en réalité. Et ça demande
beaucoup de pugnacité, voire de masochisme pour s'accrocher au processus migratoire, hein, qui est celui de quitter son pays pour un autre. Et souvent on me dit, mais enfin t'es canadienne, je suis sûre que ça s'est fait dans des conditions idéales. Alors en réalité, si on n'est pas évidemment dans le circuit diplomatique, on est simple étudiante comme ça a été mon cas, puis ensuite travailleuse. Le processus d'immigration en France, et je sais que c'est la même chose pour les Français qui immigrent au Canada, néanmoins je vais vous raconter, celui-ci est extrêmement difficile, extrêmement humiliant. C'est se lever à 4 heures du matin pour aller faire la queue sous la pluie dans des préfectures en banlieue, c'est uriner dans un petit pot et faire la queue avec son petit pot d'urine pour faire analyser son urine devant tout un cortège de fonctionnaires. C'est entrer dans la salle des pesées où en fait on nous pèse comme du bétail et on crie le poids à l'autre bout de la pièce. C'est des questionnaires extrêmement curieux sur l'intimité, c'est l'inspection de tous les relevés bancaires d'une année, c'est chercher à obtenir des certificats de naissance impossibles à obtenir dans son pays d'origine en remontant plusieurs générations. Et c'est aussi une situation complètement kafkaïenne dans la mesure où les pièces qui vous sont demandées ne sont pas celles qui vous seront demandées une fois que vous êtes devant le fonctionnaire. Donc il y a des listes cachées, voilà, et tout est fait pour décourager en fait le processus migratoire. Et il faut vraiment avoir des raisons très profondes en réalité qui ne sont pas toujours heureuses. Je pense même que le chagrin peut être un moteur très grand en réalité de l'immigration, ce qui a été mon cas. Et c'est vrai que quand je dis que j'ai été prisonnière de l'exil, c'est que comme je me suis fâchée avec les miens, plus maintenant, grâce à ce livre d'ailleurs, il y a une forme de réconciliation et à la fin j'en arrive à ça. Je dis que j'ai dénoué, que j'ai renoué en fait quelque chose par ce livre. Eh bien, c'est comme si je m'étais emprisonnée volontairement, c'est-à-dire qu'il fallait que je m'accroche, que je reste là, et il n'y avait plus d'autre choix, c'était la mort ou la France. Et heureusement, au bout d'un certain nombre d'années... Mais la France, c'était aussi la bureaucratie. C'est beaucoup la bureaucratie. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup ça. Après, une fois que j'ai obtenu la nationalité, donc je raconte ce récit, je dis que c'est le jour zéro. C'est-à-dire que le jour où j'ai été française, c'est comme si la vie m'avait donné une sorte de nouveau cadeau et me disait, voilà, tu peux maintenant recommencer. Et je sais que beaucoup de Québécois, notamment, sont heurtés par le fait que j'ai modifié mon accent. Et ce processus, en fait, de travail sur la langue, qui a été un travail sur la langue parlée, mais aussi la langue écrite. Mais vous dites aussi, pas seulement sur l'accent, mais sur les mots. Sur les mots, sur la manière même d'écrire. Et donc, il faut quand même dire que je suis arrivée à l'âge de 20 ans, avec beaucoup de désir d'être aimée, je pense, tout simplement, c'est-à-dire pour survivre, hein, être dans une ville, dans une société qu'on ne comprend pas, dont on ne comprend pas les codes. Et très rapidement, évidemment, on m'a renvoyé à cet accent, sortant beaucoup de clichés, et j'étais dans un cursus littéraire à la Sorbonne, et donc c'était quand même un niveau assez exigeant. Et rapidement, j'ai compris que pour jouer le jeu de l'intégration, il fallait que je gomme évidemment ma différence. C'était facile de perdre l'accent ? Non, ça a été très difficile. J'ai mis peut-être 8 ou 9 ans à vraiment changer, je pense, bien, pour que les mots aient l'air assez naturels et sortent comme ça de manière naturelle. Mais c'est vrai que quand on s'expatrie, il y a un mouvement permanent entre s'affirmer et résister. Il y a quelque chose en soi où on sent qu'on se déleste et on sent qu'on se trahit. Et en même temps, on n'a pas le choix, il faut quand même s'intégrer, d'autant plus dans une société comme celle en France où c'est quand même l'État-nation et il y a quand même cette idée qu'il faut se conformer. Il y a une norme qui est quand même très forte. Et voilà, et moi j'ai décidé d'endosser ça. Vous savez que les Français sont victimes aussi de leur accent. Oui, c'est vrai. Les Français du Sud sont victimes de leur accent. Oui. Il y a des gens terribles qui me disent... moi, je ne peux pas supporter les gens qui ont un accent. Des gens à Paris disent ça. Je trouve ça absolument incroyable. Et aussi, puisqu'on est ici près de Colette, la voix de Colette a été stigmatisée par un certain nombre de gens parce qu'elle avait cet accent d'ici. Donc moi, je le trouve absolument hallucinant, quoi. C'est la diversité géographique de la France devrait s'enrichir de la diversité des accents, justement. Et ce n'est pas le cas. Alors, justement, quand je disais le fait de se sentir étranger est un sentiment universel, sur cette histoire d'accent, par ailleurs, quand j'ai eu la chance de faire des lectures de ce livre, pas beaucoup puisqu'il est sorti en temps de pandémie, mais quand même un petit peu,
beaucoup de personnes qui avaient des accents autres que l'accent parisien normé, parce qu'évidemment, il y a des accents parisiens qui sont titis et qui sont tout aussi stigmatisés puisque c'est l'accent ouvrier, en fait. Ce que l'on veut, c'est l'accent bourgeois. Eh bien, m'ont parlé aussi de leur désarroi et du sentiment d'étrangeté qu'ils vivaient dans leur propre pays. Vous avez gardé la nationalité canadienne aussi? Oui. Et le fait d'être française, c'était juste un acte bureaucratique ou c'était plus profond? Alors c'est beaucoup plus simple après de ne plus avoir à rendre des comptes et à étaler sa vie privée devant des fonctionnaires tous les ans avec la peur au ventre quand même de ne pas convaincre un fonctionnaire et donc d'être expulsé quand même. C'est ça la conséquence. Hein. C'est des conséquences très concrètes en réalité. C'est pas juste je remplis un papier puis ça m'ennuie un peu d'aller acheter mon timbre fiscal au bureau de tabac. On est dans une autre dimension quand même. Si j'échoue à ce long processus qui m'occupe parfois presque l'année durant, puisque je dois conserver toutes les pièces au long des 12 mois, hein, eh bien, je serai expulsée dans les 3 mois et donc je vais devoir me réinventer ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de contrôle quand même du mode de vie quand on vit sous le regard comme ça de l'administration. Par exemple, donc il se trouve que j'ai un mode de vie d'artiste, alors je ne suis pas embauchée dans une boîte, j'ai beaucoup déménagé, j'ai eu des histoires d'amour très très compliquées, comme beaucoup de gens. Ce que je veux dire, c'est que quand on arrive devant l'administration et qu'on a déménagé 15 fois, qu'on a 15 employeurs, on n'est pas dans un mode de vie linéaire, fixe, stable, c'est pas quelque chose qui convainc beaucoup. Et donc on a cette impression de son mode de vie est jugé et exposé en permanence. Mais je peux vous dire que quand on est une Française de souche, ce qui est mon cas, et qu'on refuse de se marier, déjà, il y a quelque chose d'étrange à partir d'un certain âge. Quand j'étais jeune, évidemment pas, mais il y a une idée que ça ne doit pas se faire comme ça. Alors, il y a un truc, une chose terrible, il y a une trilogie que vous citez dans votre livre en disant que c'est impossible à concilier mère, écriture et Canada. C'était une impossibilité. Alors, il se trouve que je l'ai fait quand même, donc je pense que c'est possible. Mais c'est vrai qu'il y a tout un axe du livre qui parle de la maternité et de la difficulté que ça a représenté pour moi, surtout lorsque ma fille était petite, de concilier ces deux activités. Déjà pour des raisons très pratiques, parce que la littérature est une activité extrêmement prenante, non seulement en termes de temps, mais en termes d'énergie globale. Moi, je n'ai pas l'impression vraiment de vivre la vie. Je la vis toujours un petit peu de biais. J'observe ce que je suis en train de vivre mais en fait, il y a toujours des phrases qui se préparent, hein, les romans se préparent en moi, les phrases tombent et je ne suis pas là, je ne suis pas en train de vivre ce que nous vivons. Et l'enfant ramène à une réalité extrêmement concrète, extrêmement présente, et il faut être là pour l'enfant. Et j'ai eu l'impression d'une énergie impossible à diviser, et il y a eu des moments assez difficiles, c'est vrai. Ensuite, la question du Canada est fortement liée à cette histoire de maternité et d'un enfant et d'un livre. Mais aussi, parce que moi j'ai entendu mère dans les deux sens, c'est-à-dire être mère et le rapport à la mère. Ma propre maman, oui, oui, qui donc vit au Canada, oui, qui est très très complexe et qui donc vit au Canada. Incluse dans le Canada. Oui, qui est peut-être le Canada finalement. Oui. D'ailleurs, mon éditrice m'a dit, mais en fait, je pense que vous vous en prenez au Canada parce que vous n'avez pas le courage de vous en prendre à vos parents. Et donc, c'était une manière un peu détournée. Elle a tort parce qu'il y a les deux dans le livre. Alors, c'est un livre très violent, je dois quand même le dire, qui n'est pas gentillet. Voilà, je sais pas quoi dire sur, je sais pas. Je voudrais juste ajouter... Oui, justement, je voulais vous passer la parole. À quel point Brigitte Pilote a lu tous les livres. Elle lit tous les livres, il faut savoir, tous. À quel point les pages où elle parle de sa relation avec sa petite fille, qu'elle tutoie le reste du temps, bon, c'est votre jeu. Et quand elle s'adresse à sa petite fille, elle s'adresse directement à elle. Sont extrêmement touchantes et son tiraillement entre justement la maternité et le désir d'écrire qui est omniprésent. Mais le fait d'être mère l'est aussi. Donc, une espèce de difficulté à allier les deux parcourt tout le livre. Et moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé ça très beau. C'est un livre que je vous recommande de lire absolument. Mais par rapport à ce que vous disiez justement sur ne pas être très gentil ou quelque chose comme ça, il y a une phrase qui en dit beaucoup quand vous dites... écrire occupe toute la vie et implique celle des autres. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, il y a des gens qui se révoltent parce qu'ils ont été pris pour modèle dans un film ou dans un livre. Parce que moi, je dis, quand on vit avec un artiste, on prend ses risques.
parce que ça implique forcément. Oui, en effet. Écrire, en tout cas pour moi, ça a été jusqu'à maintenant, ça n'a pas apporté que des choses heureuses en fait dans ma vie personnelle. Et il faut quand même avoir les épaules, je pense, pour supporter le fait que quelqu'un puisse préférer dans une période de vacances, par exemple, qui est quelque chose que je n'aime pas les vacances, s'enfermer pour écrire toute la journée plutôt que d'aller à la plage ou faire des pique-niques, par exemple. Et c'est juste un petit exemple, un peu banal, un peu quotidien, pour expliquer ce que ça représente quand même de vivre avec quelqu'un qui n'est pas dans la vie et dans autre chose, et dans une observation. Et oui, ça a forcément des conséquences. C'est assez triste en réalité. Alors, il y a quelque chose qui m'a absolument sidérée dans ce livre, c'est que vous rapportez que vous avez vécu avec une femme qui ne lisait jamais. Alors qu'un écrivain puisse vivre avec quelqu'un qui ne lit pas, je trouve que c'est incroyable. Oui, d'ailleurs, ça n'a pas duré, hein, cette histoire. C'est-à-dire qu'avant qu'on le découvre, on dit ça va mal se terminer. Elle dit Olivia ne lit jamais. Je dis ah bon ? Mais les ressorts amoureux ne sont pas toujours nobles et on tombe pas toujours amoureux pour les bonnes raisons et c'était le cas de cette histoire. Mais si on tombe amoureux pour les bonnes raisons quand même, non ? Écoutez, non, enfin cette histoire, elle est... Non, en effet, je pense que je ne savais pas très bien comment aimer. C'est difficile, hein, il n'y a pas de livre. C'était une femme très inspirante, en fait, une espèce de muse que j'ai sans doute fétichisée ou objectifiée avec une sorte de male gaze littéraire assez condamnable. Et puis aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas une bonne idée. Il faut plutôt partager sa vie avec des gens qui aiment vous lire. Et quand la littérature occupe toute la vie, en réalité, oui, c'est mieux d'être avec des gens qui comprennent, en tout cas, ce mode de vie. Remarquez, j'ai été sidérée aussi que Joyce Carol Oates, son premier mari, qui avait été son éditeur et qui était un peu plus âgé qu'elle, et donc il y avait une espèce de pression. Elle avait choisi qu'il ne lise jamais ses livres. Et je vais rajouter quelque chose à ça. Moi, ça m'est arrivé aussi là, d'être en relation amoureuse avec des gens qui lisaient pas. Mais souvent, j'ai fréquenté des anglophones parce que, tu sais, à Montréal, la scène est très bilingue, justement pour protéger mon œuvre puis pas avoir ce regard-là que je sentais trop intime sur mes livres, mes textes. Donc vous choisissiez des gens qui ne parlaient pas le français. Oui, c'est ça. Qui ne pouvaient pas lire le français, ça c'est très bien. Mais justement, en ce moment, je suis en train de travailler sur les écrits intimes de Patricia Highsmith qui vont paraître là au début novembre. Et alors, les éditeurs racontent que pour que ces amantes du moment, il y en a eu beaucoup, ne lisent pas son journal intime ou ne puissent pas le comprendre, elle écrivait dans une langue que la personne ne parlait pas. Donc de temps en temps, les morceaux du journal sont en allemand ou en italien ou en français parce que l'amante du moment ne lisait pas une de ces langues-là. Je trouve ça assez bien, mais il faut pouvoir se débrouiller dans pas mal de langues. Oui, il faut avoir aussi une grande confiance dans l'autre pour pouvoir accepter qu'il puisse lire aussi des choses de vous qui ne soient pas toujours glorieuses. Évidemment, dans l'écriture, on se met beaucoup en danger, on dit des choses qui peuvent être menaçantes, même pour une histoire d'amour. Et donc, il faut avoir évidemment une grande confiance. Et je connais des femmes écrivaines qui, par exemple, se censurent beaucoup dans ce qu'elles écrivent parce qu'elles craignent que leur mari ou compagnon ne les juge, ne les quitte, ne soit déboussolé par des pensées peut-être un peu trop extrêmes, je ne sais pas. À mon avis, elle devrait les quitter d'abord et écrire le livre ensuite. Mais à un moment, vous dites que cette personne que vous avez aimée, elle vous faisait peur aussi. Oui, en fait, c'est un livre qui est une introspection très intime et ça me fait tout bizarre que vous révéliez toutes ces phrases parce que c'est un livre, comment dire, qui ne s'est pas beaucoup vendu parce qu'il a été donc voilà. Oui, mais justement, il est temps de réparer ça. Mais justement, moi je trouvais ça très bien en réalité, que ce soit un livre secret. Et donc il a été en lice pour le prix des gouverneurs généraux et je me disais oh non, c'est pas vrai, il va y avoir de la lumière sur ce livre. En fait, j'étais un peu gênée de le publier, même si c'est un beau livre. Hein. Mais je l'aime beaucoup ce livre, mais je l'aime. Comment dire, il est dangereux aussi, il me révèle beaucoup, il est très dangereux. Et là, le fait que, par exemple, on parle de toutes ces choses-là sur scène, c'est embarrassant. Vous croyez que Peggy dans les phares ne vous révèle pas, vous vous trompez. Non, ça me révèle plus, mais c'est une action-fiction, donc en fait, il y a un masque, il y a un personnage derrière lequel je peux avancer comme ça de manière plus masquée. Autobiographie de l'étranger est un geste de dénuement, absolu. Alors à un moment, vous êtes malade et vous pensez à Virginia Woolf, pourquoi ?
Parce qu'elle a écrit un très beau livre qui s'appelle « De la maladie ». Et elle observe la vie continuer malgré le fait qu'elle est couchée sur son canapé. Elle observe les gens qui circulent à l'extérieur de chez elle et ça lui donne un avant-goût de la mort, c'est-à-dire qu'elle se dit mais finalement la vie va continuer quand je vais quitter le monde. Et la maladie est là pour vous rappeler comme une sorte de vanité en réalité que en fait, vous n'êtes absolument pas nécessaire à la marche du monde. Et j'ai donc eu un épisode de maladie, ce qui est excessivement banal et ce qui arrive dans la vie d'à peu près tout le monde. Et j'ai eu l'impression, encore une fois, par le truchement de la littérature, et c'est pour ça que je dis que la littérature est une manière de se consoler, j'ai eu l'impression à ce moment-là de comprendre dans ma chair ce qu'avait vécu Virginia Woolf par le biais de la maladie. Alors, je ne vais pas vous torturer plus. On va passer du côté des phares, pas PH, mais FARD, et qui est une manière de se dissimuler et de se révéler à la fois. C'est les deux, en fait. Oui, j'ai fait dans mon livre maquillé, j'ai fait le parallèle aussi avec l'écriture, le maquillage comme écriture de soi. Mais je sais pas, j'essentialise jamais le maquillage, donc je dis pas que c'est une chose ou une autre, là, c'est toujours très contextuel. Pour moi, le maquillage, c'est aussi comme une espèce de dispositif à travers lequel j'analyse le monde. Donc, les rapports entre les genres, le capitalisme, les médias sociaux, tout ça. Oui, non, mais il y a un aspect économique très important, je trouve, dans ce livre. C'est que, en fait, donc, l'héroïne, vous ou pas vous, ou un peu vous, peu importe, elle est prisonnière de l'achat du maquillage, la dernière palette à la mode et celle qui va bien faire ressortir les paupières, par exemple, avec une irisation. Or, elle prend conscience que pour avoir des choses irisées, il faut mettre du mica dedans. Et comment on obtient ce mica ? C'est des enfants qui travaillent dans des mines. Et donc, elle s'interroge sur, en fait... et puis aussi, il y a un moment que j'aime beaucoup aussi, c'est quand vous interrogez les femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui investissent dans ces produits de maquillage fort chers. Donc, combien d'heures de travail ça leur coûte ? Une petite palette minuscule. À peu près une journée de travail entière, oui. En fait, c'est moi, là, le « je » dans le livre. Là, je ne veux pas me cacher. Puis moi, je suis poète à la base, mais très fan de maquillage. Puis j'ai développé une manière de procrastiner. J'ai l'impression que les écrivains et les écrivaines, c'est des gens qui procrastinent un peu. Puis une de mes manières de procrastiner, c'est de regarder, d'acheter du maquillage, mais aussi de regarder des vidéos, des tutoriels sur le web, YouTube notamment. Donc là-dessus, il y a des tonnes de vidéos de gens qui se maquillent, des influenceurs, puis des influenceurs qui ont énormément de visibilité. Donc des millions et des millions d'abonnés. C'est des plaques tournantes économiques. Puis je me suis intéressée à ce monde-là, à ma consommation à moi, à mon rapport au maquillage, mais aussi au maquillage dans le monde en ce moment, un monde qui est de plus en plus visuel, donc on prend beaucoup de photos, on a tous des portables. Puis j'essayais de trouver des textes qui analysaient le maquillage d'un point de vue politique, sociologique, j'en trouvais pas, parce que le maquillage, c'est un objet culturel qui est féminisé, donc on le considère souvent comme superficiel, puis on ne s'est jamais vraiment penché sur l'objet comme qu'est-ce qu'il peut dire sur nous comme société. Donc c'est ça le point de départ du livre. Mais moi qui ne regarde pas ces trucs dont vous parlez sur YouTube, etc., et plein de choses m'ont intéressée, c'est la manière dont les gens se mettent en scène. Et quand vous dites, certains, au lieu d'être extrêmement glamour, très beau, etc., pour faire rêver, au contraire, ils mettent en scène une certaine vulnérabilité pour qu'on se sente proche d'eux et que ça donne encore plus envie d'acheter les mêmes choses. Oui, donc les influenceurs maquillage, c'est des gens qui... c'est pas comme les vedettes, donc auparavant à Hollywood. Donc on a vraiment l'impression qu'on est proche d'eux, qu'à la limite, on est des amis. Puis pour créer ce lien-là affectif,
on va se dévoiler. Donc, ils se dévoilent. Les gens parlent de maquillage, oui, mais ils vont peut-être parler de la mort de leur mère, ils vont peut-être pleurer. Donc, oui, il y a une espèce de dévoilement qui crée du lien. Mais ça parle beaucoup de vulnérabilité, là, mon livre. Il y a plein de choses là, à dire C'est la là-dessus. vulnérabilité aussi de la personne qui consomme. Oui, aussi. Puis le maquillage, en quelque part, c'est quelque chose qu'on met sur notre corps, sur notre peau. Ça nous oblige à retourner vers notre corps, à retourner vers nous-mêmes. En tout cas, moi, le matin, c'est ce que je fais. Puis, c'est important, ça aussi. Tu sais, je veux dire, même dans le discours féminisme, il y a comme toute une réhabilitation du corps. Bien, de toute façon, c'est parce qu'on a associé historiquement le corps aux femmes, puis ensuite, je sais pas, l'intellect aux hommes. Donc, le corps a été dévalué. Mais je pense que dans Maquillée, il y a une volonté aussi, notamment parce que le texte est à la fois autobiographique, donc basé sur mon corps, sur mon vécu, puis essayistique, donc intellectuel, une volonté de se défaire de cette binarité-là, puis de faire en sorte que comme le corps, ses vulnérabilités, participent aussi à la pensée intellectuelle. Puis que le corps ne s'oppose pas à l'esprit. mais quand même, le maquillage non plus. Quand on vous lit, on a l'impression que la société actuelle est absolument dominée par les influenceurs et les influenceuses. Alors, comment vous définiriez un influenceur ou une influenceuse? Ah, oh mon Dieu. C'est la question. Ben, c'est des gens, d'abord, qui ont une présence visible sur les médias sociaux, que ça soit TikTok, Instagram, Facebook, donc une présence, puis aussi ce qu'on appelle en anglais un following, donc une audience, des gens qui vont les suivre. Puis le lien qui est créé est un lien qu'on appelle parasocial, c'est-à-dire que le lien d'affiliation qu'on peut ressentir par rapport à ces figures-là, il est plus fort qu'un lien, simplement un lien d'admiration, le lien qu'on pourrait entretenir avec des stars classiques. Donc, on a l'impression vraiment de faire partie de leur vie. Puis d'ailleurs, ça m'est arrivé récemment, il y a une influenceuse de 35 ans que je suivais, pas une influenceuse, là, pas une star, tu sais, c'est pas Kylie Jenner, je sais pas si les gens connaissent, mais tu sais, une femme qui a à peu près 90 000 personnes qui la regardent. Donc moi, je la regardais cet hiver, puis tu sais, les jours où j'allais pas bien, je la regardais, je commentais ses vidéos, puis elle est morte il y a comme 3 semaines, du jour au lendemain, sans explication, je sais pas de quoi, puis ça m'a vraiment bouleversée. J'ai vécu un deuil. Tu l'as publié sur ton Facebook. Moi, j'étais triste pour toi. Puis c'est ça que ça fait... Mais c'est suicidé? Elle était triste de voir que cette influenceuse-là à laquelle elle s'était attachée était décédée sans qu'elle sache vraiment comment. Et puis tu l'as publié sur ton Facebook. Non, mais c'est pas juste moi qui étais en deuil, c'est toute une communauté. Oui, et nous-mêmes qui la connaissons pas, on était touchés par le fait que tu en parles. Donc, non, c'est pas un suicide, là. Je pense que c'est des problèmes de santé, mais je pourrais pas... Mais là, il y a une phrase que j'aime bien de vous, qui est une phrase que les Français n'utilisent pas généralement, mais je trouve ça très bien, que c'est « je magasine du vide ». Ouais. Ouais. Ça veut dire que j'achète du vide, c'est ça, j'achète du vide? Ben, magasiner, c'est quoi? C'est faire ses courses, magasiner, c'est ça? Faire du shopping. Faire du shopping, c'est ça? Magasiner, faire du shopping, pour moi, ça répond à la logique du désir. Le désir, c'est quelque chose qui est inassouvi toujours, hein, sinon c'est pas du désir. C'est comme la poète Anne Carson, qui est une Canadienne aussi, qui parle souvent de désir, puis qui dit que c'est comme tendre vers la pomme dans le pommier, mais la pomme la plus belle, la pomme qui est inaccessible. Puis c'est le mouvement, en fait, qu'on décrit vers la pomme. C'est ça, c'est le désir. Fait que oui, peut-être que c'est du vide dans le sens où ce qu'on veut, on l'atteint vraiment jamais. Même si on achète du maquillage, on en veut toujours plus. Et je voudrais quand même que vous sachiez que ce n'est pas un livre sur le maquillage, c'est un livre sur la société comme elle va bien ou comme elle va mal. Et je voudrais lire un petit passage qui en dit long sur
justement la société. Je lisais sur Instagram que la cancel culture, cette pratique consistant à dénoncer publiquement une personnalité publique en appelant à la boycotter en raison d'un geste, tweet, opinion jugée répréhensible, internalise et reproduit la logique carcérale. Tout se passe comme si on pouvait disposer des êtres, les retirer de la société comme bon nous semble. C'est d'ailleurs ce que l'on fait déjà avec les gens jugés indésirables. Cette façon de surveiller et de punir traduit une violence dirigée vers l'individu plutôt que vers une société. Elle a l'avantage de perpétuer le mythe de l'incident isolé, alors que ce dernier fait presque toujours partie d'un système et découle des logiques de notre société. Voilà. J'ai choisi ce passage parce que, comme on a pas mal parlé du maquillage, comme ça s'appelle Maquiller, on pourrait croire que ce livre est une variation sur la question du maquillage. Ça l'est aussi sur la consommation. Qu'est-ce que c'est un prosumer? Un prosumer, oui. OK. Donc, c'est un mot valise, en fait, qui accole, on pourrait dire en français un prosommateur. Donc, à la fois producteur et consommateur. C'est ça dont vous parlez? Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai étudié, en fait, les médias sociaux puis l'influence des médias sociaux en littérature contemporaine. Puis j'ai étudié cette figure-là. En fait, c'est sur les médias sociaux, on produit du contenu, puis on en consomme. Donc, en fait, ça a commencé bien avant le Web 2.0. Là, il y a l'émergence d'une figure, un consommateur qui produit au même type qu'il consomme. Puis ça, on peut penser à ça, même avec je ne sais pas, en France, vous avez des McDonald's? Oui. OK, donc ça a commencé malheureusement, même en restauration rapide où on donnait certaines responsabilités aux consommateurs. Donc, quand on va dans un McDonald's, il n'y a pas de serveur ou de serveuse. Donc, c'est nous qui allons chercher notre nourriture sur un cabaret. C'est nous qui allons aussi débarrasser notre propre table. Donc, on va participer un peu à cette espèce de production-là. C'est nous aussi qui choisissons le breuvage qu'on va mettre dans notre tasse ou notre contenant. Donc, il y a aussi une logique derrière ça de personnalisation. Donc, on a plus de liberté, on a plus de responsabilité, mais on a plus de choix, on a plus d'autonomie. Puis, oui, c'est ça. C'est un peu le rôle qu'on joue, par exemple, sur Facebook. Ouais. Marie-Ève, quel est votre rapport au maquillage? Oh là là, j'apprends plein de choses en vous écoutant. Il est pas très pensé en réalité. Mais vous vivez comment, comme le fait de se décorer, comme une valorisation de l'artifice, le fait de faire que on corrige la nature, on améliore. Ouais, c'est tout le rapport à la féminité, en réalité, qui a questionné par cette histoire de maquillage. Ça fait partie aussi d'un personnage. Je sais que, par exemple, des gens aiment bien se vêtir ou se maquiller parce qu'ils considèrent que c'est une marque de respect par rapport aux autres. Et j'aime beaucoup cette idée, en fait, que ce serait une forme d'étiquette ou en tout cas de code qui marque que nous sommes dans l'espace public et que cet espace public est célébré par une forme de petit artifice. Et ce que dit très bien Daphné, c'est que pour que ce soit tolérable socialement, il faut que ça soit sans excès. Sinon, socialement, ça se retourne contre la personne qui met cet artifice au premier plan, en avant. Bien, évidemment qu'en parlant de maquillage en 2021, on n'a pas le choix de parler des codes et des normes et tout ça. Puis, on ne peut pas dissocier le maquillage du patriarcat. Mais justement, quand on rentre dans les normes, ça fait en sorte que il faut être maquillé, mais un maquillage qui serait jugé excessif va contrevenir aux normes, donc il va être subversif à la limite. Mais je pense qu'on peut aussi parler de maquillage en dehors même du féminin. Puis même du capitalisme. À la base, ça a existé depuis les hommes des cavernes. On marquait nos corps pour faire des rituels. Donc, il y avait un rapport avec le sacré. Puis c'est aussi une façon là, de jouer avec notre identité, puis de se transformer. Donc, pour moi, c'est ça qui est plus intéressant. Donc, tout ce rapport-là avec l'autodétermination, puis le fait
pas de se déguiser, mais vraiment de se transformer, de se changer. Puis pour moi, la moi maquillée, la moi démaquillée, c'est deux facettes de ma personnalité. C'est pas un masque que je mets le matin. Ouais. Mais pour beaucoup, c'est ça aussi. C'est même ce que dit Marie-Ève, c'est-à-dire se présenter aux autres d'une manière un peu correcte, mais aussi se dissimuler. Oui, j'avais réfléchi. Quand vous parlez de l'intimité, ne pas les laisser pénétrer dans l'intimité en ayant ce qu'il faut de maquillage pour les tenir à distance. J'avais réfléchi à cette question au moment d'écrire Peggy dans les phares, puisque évidemment elle est styliste et qu'il y a toute la question de la mode, et la mode rejoint évidemment la question du maquillage. Et elle estime, Peggy Roche, que le fait de se transformer par les vêtements la rapproche d'une identité choisie. Et c'était aussi l'art du maquillage, il me semble, l'essai de Baudelaire, et parlait plutôt de ça, c'est-à-dire que plutôt qu'un artifice, au contraire, on se rapproche d'une vérité en se créant soi, en collant à son propre personnage un personnage choisi. Mais ça, c'est super intéressant parce que justement, c'est ça que j'ai découvert en écrivant Maquillée. On juge beaucoup les artifices parce qu'à la base de la philosophie, il y a une tension entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis on a peur de toujours être dans le faux, tu sais. On est dans une espèce d'anxiété, mais alors que pour moi, le réel, ça se situe justement à la croisée du vrai et du faux. On n'est pas soit dans le vrai ou soit dans le faux, on est toujours au milieu. Ouais. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est « Le visage est ce qui appartient à l'autre. Il est indisponible pour la femme qui le porte. » Oui, ça c'est une citation, je me souviens plus, là, c'est Susan Stewart, je pense. Je crois, oui. Oui, dans le fond, parce que ça parle aussi du rapport à l'autre, l'identité en fait, puis le maquillage, mais c'est l'autre qui nous regarde, puis je veux dire, moi, j'ai pas accès à mon image en ce moment. Je suis dans une représentation, mais c'est tous vous dans la pièce qui me faisait moi, là, puis qui fait en sorte que j'existe en ce moment, là, que j'ai une identité. Puis c'est la même chose aussi pour le maquillage au début, là, quand on n'avait pas de glace, donc de miroir pour se regarder. Ça l'impliquait quand même qu'on savait que l'autre allait percevoir le changement qu'on apportait à notre apparence. Donc, il y a un rapport à l'autre qui est indissociable du maquillage, ouais. Puis de l'identité plus largement, là. Donc, on ne peut pas se penser soi sans penser à soi en rapport avec un autre, ouais. Brigitte, c'est quoi votre rapport au maquillage? Être empreinte de culpabilité parce que je viens d'une famille où j'ai été moquée pour mon désir de me farder, si on peut dire. Et Daphné aussi, hein? Oui, moi j'ai eu une mère super contrôlante qui contrôlait mon apparence. D'ailleurs, on parlait de la mère tantôt, mais moi ça fait des années que je parle plus à ma mère. J'ai une sœur jumelle, c'est la même chose. On est deux artistes. Puis je pense que ça a été comme une condition au fait d'exister en tant qu'auteur, autrice. Ouais. Et chez vous, Brigitte, c'était réprimé, le maquillage? Ben, on est 4 filles. Ma mère se maquillait pas, mes sœurs non plus. Donc pour eux, c'était complètement étrange que je passe mon temps à me remettre du rouge à lèvres, ou c'était peut-être considéré superficiel. Ouais. Quand je dis moquer, là, on va y aller mollo, là, c'était pas chaque jour, j'étais pas intimidée. Mais je crois que la mère de Daphné, c'était plus violent. C'est ça, hein, oui, je sais. Donc moi, c'était plutôt, c'est plutôt considéré, bon, une de mes sœurs va dire, Brigitte, elle va pas au dépanneur. Est-ce que vous savez c'est quoi un dépanneur? Non. C'est un petit... tabac? Une supérette. Brigitte, elle ne sortira pas pour aller à la supérette sans son rouge à lèvres. Donc, si c'était pas considéré intelligent ou intellectuel, oui. C'était superficiel. Donc, quand je lisais ton livre, de voir une jeune femme aussi intelligente qui avait décidé d'écrire un livre là-dessus qui est beau, qui est touchant, qui est bien informé aussi, qui est bien documenté, je me suis coulée là-dedans, puis on dirait que ça m'a apporté le fait que je n'ai pas à avoir honte d'aimer le rouge à lèvres. Enfin! Mon micro ne fonctionne pas, hein? Si? Allô? Ah. Dans le milieu intellectuel... Il faut que tu regardes. Le milieu féministe... Non, il ne marche pas, tiens. On est celui-là. Attends. Ah, c'est le coronavirus. C'est bon? Non?
Dans le milieu féministe québécois, puis le milieu intellectuel, oui, je sentais le jugement. Hein, puis c'est une façon pour moi aussi de tester l'ouverture d'esprit des gens. Je rencontrais des autrices, puis on me demandait sur quel livre je travaillais, puis je disais, un livre sur le maquillage, puis ça arrivait là, comme ça que les gens me tournaient le dos. Ouais. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose là-dessus? Oui. C'est assez absurde, à mon sens, que de dénigrer des sujets féminins en considérant qu'en fait, ils ne seraient pas des points de départ intéressants pour questionner la sociologie ou des choses plus profondes, comme si, en fait, il fallait dénigrer de toute façon ce qui a appartenu au féminin. Et il y a une sorte de contradiction féministe, à mon sens. Ouais. Et il y a quelques années, il y a eu cet essai très beau de Mona Chollet qui s'appelle « Beauté fatale » et qui s'attache à décrypter, en fait, quelle est cette obsession de cette prison du regard. Et cette prison du regard dont souffrent beaucoup de femmes dès l'adolescence en réalité, c'est-à-dire être toujours là pour l'autre, pour le regard de l'autre, pour plaire, et vivre sa vie pour plaire. Eh bien, c'est un sujet féministe en réalité, et à mon sens, c'est un écueil de considérer que c'est un sujet qui serait anti-féministe. Je crois que c'est le contraire. Absolument. Oui, bien, il y a un concept que j'ai découvert récemment qui s'appelle la contamination par le genre, puis qui veut dire que chaque sujet, chaque objet culturel qui a été genré historiquement féminin va être dévalorisé comme ça, oui. Et Marie-Ève, vous avez vu que Daphné surfe beaucoup sur Internet. Or vous, par moments, ça vous angoisse. C'est quoi votre rapport au temps? Comment ça dévore le temps, Internet? Alors, avant de parler de mon rapport au temps, je peux parler de mon rapport à Internet. Donc, en fait, j'ai eu un rejet très, très fort d'Internet. Donc, en fait, je me suis retirée de tous les réseaux sociaux il y a quelques années. Je n'ai pas de smartphone, j'ai un petit Nokia. J'aimerais bien, d'ailleurs, ne pas avoir du tout de téléphone portable et n'avoir qu'un téléphone fixe, voire me retirer encore plus des technologies. Bon, j'écris sur un ordinateur portable, hein, je n'écris pas à la machine à écrire et il y a l'eau courante chez moi. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal, en tout cas, avec le fait de se mettre de faire la publicité de soi. Je trouve ça très compliqué. Et puis aussi, comme j'écris beaucoup toute la journée, j'étais sollicitée par des notifications qui me déconcentraient et qui m'épuisaient. J'avais pas la discipline nécessaire, je crois, pour être abonnée à des réseaux sociaux. Donc en fait, je me suis déconnectée de tout ça et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis d'avoir un autre rapport au temps, je pense, d'ailleurs. Mais j'ai loupé plein de trucs quand même. Et je continue à les louper. Ça, c'est un peu dommage. Et puis aussi, petit à petit, je sens qu'on entre dans une société où le smartphone devient incontournable avec un peu la primauté des QR codes, etc., ne serait-ce que pour les passes sanitaires. Et petit à petit, d'être décroché, en tout cas, de ces technologies, vous marginalise aussi technologiquement. Brigitte, vous êtes sur les réseaux sociaux? Pour suivre les autres, pour lire ce que les autres publient. J'ai beaucoup d'amis féministes qui republient, ils parlent pas nécessairement de leur vie intime, de leur vie personnelle, mais vont dire, bon, avez-vous lu tel article, que ce soit en France, que ce soit au Québec? Je trouve que ça élargit notre horizon, notre territoire. Moi, je vous comprends. Moi, j'y suis pour ça aussi, pour partager des articles que j'aime bien, je les envoie, je les partage. Exactement. Donc ça, c'est important pour moi de voir, par exemple, Marie-Ève, par exemple, j'avais vu une des conférences que tu as données justement au Centre canadien, je crois. Ben, sinon, j'aurais pas eu accès. S'il n'y avait pas eu Internet, j'aurais pas su. Je l'ai su par les réseaux sociaux que je pouvais, par exemple, me brancher puis voir cet entretien-là. Donc, je trouve que ça nous permet de rester en communication. Surtout, il était question beaucoup de plusieurs territoires. Moi, je publie en France, et je vis au Québec, donc je vais quand même être au courant de ce qui se passe sur les deux territoires en ce qui concerne la littérature ou le féminisme ou d'autres sujets qui m'intéressent. Mais vous êtes venu à la littérature, à l'écriture assez tard. Vous dites, j'ai fait un saut dans le vide. Qu'est-ce qui vous a pris? En fait, j'ai commencé tôt à écrire. Mon premier texte, j'ai écrit ce texte qui s'intitulait « Les bûcherons ». Et à la fin, c'est écrit « Brigitte, 9 ans dans 9 jours ». Alors, je trouvais que c'était déjà précis là, pour une petite fille de 9 ans. Donc, à 9 ans, presque 10,
8 ans, presque 9, j'ai écrit mon premier texte. Et j'avais la chance d'avoir une mère, je vais vraiment réparer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, là, parce que vraiment, j'ai des parents extraordinaires, une famille qui me soutient beaucoup. Et ma mère, comme on était 4 enfants, elle avait quand même beaucoup de choses à faire, des tâches ménagères et tout. Et dès que j'arrivais avec un texte, un écrit, elle lâchait tout, posait le panier de linge sale et m'écoutait comme si j'étais Proust, en fait. Et pour elle, c'était ce que je faisais, même enfant, était digne d'un grand intérêt. Et ça, c'est sûr que ça m'a fait, comme écrivaine, ça m'a marqué parce que je le voyais dans ses yeux, je voyais qu'elle s'efforçait pas, là, qu'elle trouvait que c'était splendide ce que je faisais. C'est pas vrai, c'est pas vraiment vrai. Mais elle, ma mère, trouvait que c'était merveilleux. Donc, j'ai été longtemps sans écrire, sans écrire parce que je voulais des enfants. Je les ai eus jeunes, mes 2 filles. Et pour moi, c'était incompatible avec la maternité. C'est pour ça que j'ai été beaucoup touchée, entre autres, par ton livre. Moi, j'aurais pas pu me diviser entre la maternité et l'écriture. Je le fais d'une façon très prenante. J'écris à temps plein quand j'écris. S'il faut que je passe à un autre projet plus alimentaire, comme on le dit, je laisse tomber le roman et je le reprends après. Donc, j'avais une vision romanesque de ce qu'était être une écrivaine. Et pour moi, je ne pouvais pas réaliser cette vision-là en ayant des enfants. Donc, j'ai attendu qu'elle soit plus âgée. Plus âgée, oui. Oui. Et là, du coup, vous y êtes mise sérieusement. Oui, au tournant de la quarantaine. Ça fait 10 ans. En fait, j'ai publié mon premier livre en 2012. Donc, je l'ai écrit quelques années avant. Là, je me suis vraiment lancée. Je vais vous dire une petite anecdote. Pourquoi je me suis lancée? Parce que je parlais avec ma sœur, avec qui je travaillais en télévision. On était scénariste. Et puis, je lui disais, moi, dans ma prochaine vie, je vais être écrivaine. Là, elle m'a regardée, elle a dit, ta prochaine vie, tu as 42 ans, là. Tu sais, après ma mort, si je me réincarne, elle trouvait ça un peu intense. Alors, elle m'a dit, non, elle dit, vraiment, dans cette vie-ci, tu vas l'être. Et ça me touche toujours quand j'en parle parce qu'elle m'a financièrement soutenue pour que j'écrive mon premier roman. Donc, un peu comme Simone de Beauvoir avait versé des mensualités discrètement en faisant passer ça comme étant un paiement par Gallimard à... j'ai oublié Violette Leduc. À Violette Leduc. Violette Leduc ne savait pas que c'était Simone de Beauvoir qui la payait. Ben moi, je savais que c'était ma sœur, mais quand même. J'ai trouvé ça, encore quand j'en parle, des fois les larmes peuvent me venir aux yeux parce que je trouve ça... elle ne savait pas si ce que j'allais écrire aurait une certaine valeur. Elle croyait en moi quand même. Puis elle me dit, écoute, moi, je t'avance l'argent. Puis tu commences à écrire. Tu n'attends pas de mourir, de te réincarner. Après, vous avez volé de vos propres ailes, si on peut dire. C'est pas votre sœur qui vous finance maintenant. Non, mais ça, je vais rester discrète sur qui me finance. Et donc, le deuxième livre s'appelle Motel Lorraine, il est là. Oui. Mais je voudrais qu'on parle plus du troisième, parce que le deuxième, c'est un roman choral très beau, mais il se passe à Memphis. Je dirais que c'est un roman plus américain et moins mystérieux que le troisième, que je trouve extrêmement mystérieux. Bon, déjà, il s'appelle La femme qui rit, et précisément, le personnage de femme à l'intérieur ne rit jamais. Non, et puis vraiment, c'est pas parce que je veux faire un lien pour faire un lien avec la littérature sans phare et puis le maquillage, mais je l'ai relu avant de venir ici. Et puis, textuellement, c'est indiqué que la femme qui rit, parce qu'elle n'est pas nommée, donc je vais l'appeler la femme qui rit, ne veut pas se farder, refuse de se farder. Et dans le livre, j'hésite toujours à parler de ce livre-là parce que je trouve qu'il est construit un peu comme un thriller émotif et je ne veux pas vendre les punchs, comme on dit au Québec, mais à un certain moment, il arrive quelque chose de dramatique. Ouais. Et justement ici, alors on dit les pitchs ici, et moi je trouve que tous les livres qu'on peut pitcher sont des mauvais livres. Et donc aucun de vos 3 livres, on peut les pitcher, ça n'aurait aucun sens. Et ce livre-là, on peut poser le décor, on peut dire que c'est dans un lieu qui a à voir avec le terroir, oui. Mais on ne sait pas où. Non, effectivement, le pays n'est pas mentionné et on a parlé beaucoup, pour ceux et celles qui étaient là hier, on a parlé du terroir, on a parlé de la tradition des femmes écrivaines, Laure Conan, Geneviève, je dis toujours Geneviève, Germaine Guévremont, avec
avec Le Survenant et avec Angéline de Montbrun. Et en écoutant parler Laurie et d'autres, Laurie Saint-Martin, je me suis dit, sans m'en rendre compte, j'ai été imprégnée de ce que ces femmes écrivaient, que j'avais lu dans ma jeune vingtaine, ou peut-être même avant, parce que je trouve des points communs. Donc, je pourrais dire même que La femme qui rit est un roman du terroir féministe, une réinterprétation du roman du terroir québécois classique. C'est un roman du terroir québécois, mais qui ne se passe pas au Québec. Mais ça, c'est réinterpréter, c'est ça aussi, c'est jouer avec les codes. Ouais, il se passe quelque part. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est un livre très mystérieux. Il y a des dévoilements petit à petit qu'on ne va évidemment pas vous dévoiler ici. On peut poser le décor, donc un terroir qu'on ne connaît pas, un veuf qui vit seul avec son fils parce que la femme est morte il y a longtemps et il n'a pas refait sa vie, comme on dit. Et puis, ils s'occupent tous les deux de la terre et tant bien que mal de la maison. Et puis finalement, ils décident de faire venir une servante. Arrive la servante, elle n'a pas de nom et on ne sait pas d'où elle vient. Et puis, finalement, elle a l'air frêle. On se demande si elle va pouvoir survivre dans cet endroit un peu rude. Et vous disiez, elle refuse de se maquiller. Elle s'habille mal aussi. Elle s'habille. En fait, elle veut passer inaperçue. Parce qu'elle part du couvent, elle quitte le noviciat, elle part du couvent, et la mère supérieure lui dit « T'es pas faite pour affronter la vie ». Mais elle sait qu'elle n'est pas faite pour affronter la vie, mais elle dit « Je vais l'affronter tout de même ». Donc, elle s'embauche chez les Sévères, Émile Sévère et son fils Florian, et elle croit naïvement, nous on va le découvrir au cours du livre, que si elle ne sourit pas et ne se fait pas belle, ne se maquille pas ou de se faire belle, s'apprêter d'une manière ou d'une autre, qu'on la laissera tranquille, qu'on la laissera profiter du paysage, du terroir. C'est une femme qui, par exemple, aime soigner avec des plantes. Donc, elle découvre les plantes du pays où elle se retrouve. Il y a une montagne, elle adore, elle entre en relation avec la montagne. Elle-même trouve ça un peu bizarre d'être un peu amie avec la montagne. Et puis, donc, elle pense qu'en ne souriant pas et en étant humble et modeste, qu'elle va pouvoir faire sa vie sans que les hommes se mêlent de sa vie, en fait. Mais ça va être tout le contraire, parce qu'Émile Sévère, et je peux le dire parce que c'est dès les premières pages, Émile Sévère, c'est justement parce qu'elle a cette humilité-là qu'il trouve qu'elle serait la parfaite épouse pour son fils qui a un handicap. Il dit, elle n'est pas comme les femmes du pays, elle est humble, donc elle se fait prendre un peu à son piège de femme humble. Ah, j'ai quelque chose à dire. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est ce qu'on reproche aussi au maquillage qui serait trop voyant. C'est un manque d'humilité. C'est un désir de se faire voir, d'apparaître. Ouais. Oui, c'est ça. Elle pense que si elle est neutre, le vêtement neutre, oui, le visage neutre, oui, elle va pouvoir s'intégrer et ça ne se passe pas comme ça. Absolument. Et il faut dire aussi que l'homme, le père, il est très soupçonneux de cette histoire des plantes. C'est comme si elle était un peu une sorcière de s'occuper des plantes. Il la laisse avoir cette pratique-là de faire des tisanes, d'essayer de soigner avec des plantes. Et nous, on apprend aussi que la raison pour laquelle il fait venir une domestique, c'est qu'il est malade, il a une situation incurable, mais qu'il veut cacher à son fils. Donc, il accepte même qu'elle lui fasse des tisanes médicinales. Enfin, incurable, finalement, il dure longtemps, hein? Oui, à son grand désarroi lui-même, à un moment donné, il arrange tout pour que, bon, quand il va mourir, tout se passe bien. C'est un roman sur la transmission. C'est un thème très important du roman. Et puis, il ne meurt pas. C'est un roman aussi sur la... Je voudrais qu'on s'intéresse un peu au personnage du fils, Florian. Bon, il a ce handicap, il a eu la polio, etc. Mais c'est un roman aussi sur la tentative de libération. Il apparaît toujours, ce Florian, comme une personne déplacée. Déplacée auprès de son père, déplacée dans ce qui va lui arriver. Et il voudrait se libérer, il voudrait vivre une histoire d'amour non conforme. Dans ce roman, l'amour conjugal est beaucoup moins important que l'amour parental et l'amour filial. Donc, c'est un roman d'amour,
mais pas d'amour Il y a une autre, il y a une conjugal. autre histoire d'amour, mais moi je veux que vous lisiez le roman, alors je ne vais pas vous le dire. Merci. Donc il y a une autre histoire d'amour très, très importante, parce que c'est ce par quoi il pourrait peut-être se libérer, et ça ne va pas se passer. Et puis la femme aussi, parce qu'il faut savoir que c'est un mariage non consommé. Mais après, il se passe autre chose, mais là, il faut lire le livre, hein, parce que franchement, on va pas tout faire. Mais, mais non, parce que... C'est difficile d'en parler. Chaque fois que j'ai eu des entretiens, c'est qu'il est vraiment construit pour que ce soit surprenant, mais dans un contexte roman du terroir. On s'attend à ce que les choses se passent d'une certaine façon, mais quand je parlais de transgression ou de travestissement, transgression des codes, ben c'est justement, il faut être surpris. Alors, sinon, on vous dit tout ce qui arrive, il n'y aura plus de surprise. Oui, mais justement, c'est pareil pour vos 3 livres. C'est-à-dire que Marie-Ève, à chaque fragment numéroté, ça ouvre quelque chose ou ça ferme quelque chose et on ne peut pas raconter, parce que si on raconte, déjà, on en a trop dit, elle était toute gênée. Et puis, par rapport à ce que je vous ai lu de Daphné, on voit que ce n'est pas simplement un livre sur le maquillage, c'est une réflexion sur la société, sur les implications économiques de tout ce qu'on fait. Même se maquiller le matin, ça a une application économique qu'on ne mesure pas tous les jours dans la salle de bain. Et le personnage du fils et le personnage de la femme aussi sont... elle ne peut pas se libérer. Elle, la servante. En fait, c'est un livre sur le patriarcat, donc c'est une femme qui essaie de faire son chemin, de faire sa vie dans la marge de manœuvre qu'elle a, qui est mince. Marie-Ève, si tu veux t'éclipser, tu peux le faire, parce que moi, je voudrais continuer quand même Ouais, de poser quelques Merci questions beaucoup. à Brigitte. Puisque le méchant Frédéric Maget se pointe, mais je regarde l'heure, il y a encore 2 minutes, donc je vais évidemment en profiter, Brigitte. Allez-y, Josiane. Ce livre, est-ce qu'il a marqué un tournant pour vous par rapport aux 2 autres? Est-ce que c'est vraiment le livre de la maturité littéraire pour vous? C'est certain que même hier, quand je parlais à certaines d'entre vous au Salon du Livre, les gens me disaient, bon, auquel des 2 livres je devrais m'intéresser? Moi, je considère qu'on devrait toujours lire le dernier livre d'une écrivaine parce qu'il y a une évolution stylistique aussi, une maîtrise qui se développe, qui s'acquiert au fil du temps. Donc, est-ce que ça a marqué un tournant? Le fait pour moi c'était le premier livre qui me permettait d'être publié, où j'étais publiée directement par une maison d'édition française. Et puis, c'est sûr que cette situation-là, qui est assez rare, m'a permis d'être plus remarquée au Québec. Donc, moi, j'avais pas, au départ, quand j'ai commencé à publier, j'ai jamais envoyé mon manuscrit à une maison française. Je voulais vraiment, mon lectorat, c'était les Québécois et tout, mais finalement, je me rends compte que cette situation-là m'a donné accès à vous, à un public, un lectorat français, et ça m'a permis aussi d'élargir mon lectorat québécois parce que les journalistes, pour eux, c'est quelque chose qui est digne d'intérêt. Donc, s'ils m'avaient moins remarqué au 2e ou au 1er, cette fois-ci, ils ne m'ont pas raté. Alors du coup, moi, j'ai envie de lire le premier. Il n'est pas là, le premier. Le premier, il a été publié au Québec, il est disponible seulement au Québec. J'aurais pu en apporter dans ma valise, mais là, ça faisait beaucoup de choses à apporter. Et le suivant, c'est bientôt? Le suivant, j'espère en 2023. Le manuscrit serait terminé en 2022, mais les gens ne savent pas toujours, mais c'est au moins 6 mois après la remise du manuscrit. C'est quand même des mois de travail sur le manuscrit avant la publication. Et Daphné, le suivant, c'est quand? Oh là là. Il est fait? En fait, moi, j'ai mon livre précédent qui est disponible en France et même, je l'ai vu sur la table, il s'appelle Delete. C'est un récit poétique publié chez Loi de Cravant. Mon prochain, c'est un recueil de poésie. Puis je signe mon contrat là. Je suis censée remettre le manuscrit final en décembre, puis ça va sortir au printemps. Ouais. Bon, en tout cas, les livres, il y en a là. Et moi, je vous les recommande vraiment, les 3. Parce qu'ils sont dans... En effet, Frédéric Maget avait raison, c'est 3 voix. C'est 3 voix.
Et donc, je sens que là, il est menaçant. Et donc, On est pressé. Ah oui, On n'a même pas le temps de lire une petite page. J'aimerais tellement entendre Josiane. Allons-y. J'aimerais ça, parce que moi, c'est un de mes plaisirs, c'est d'entendre quelqu'un lire, puis de pouvoir m'imprégner. J'ai marqué tellement de pages que je sais pas. La première, La première, je trouve que d'entrée de jeu, on entre dans l'univers de je lis la première page. En plus, elle se termine par un point, donc c'est parfait. Ses souliers sont crottés jusqu'à l'empeigne. Elle n'est pas chaussée pour marcher sur un chemin de campagne. Ceux qui la voient passer se demandent ce qu'elle vient faire et cherchent la preuve qu'elle sera dure à la tâche. Son manteau tombe sur un corps menu, rien pour plaire aux gens d'ici. Elle s'arrête au croisement de 3 sentiers tortueux qui veinent les champs nus. Une volée de corbeaux s'élance dans sa direction. La chape de neige a fondu et la plaine grise se confond avec le ciel. Les couleurs de l'été n'écloront pas avant plusieurs semaines. Avant que la terre redevienne féconde, le pays a cette apparence de tranquillité qui ne dure pas longtemps. N'ayant de prise sur rien, ni sur le sol gelé, ni dans les branches où ne pointent pas encore les bourgeons, le vent n'a d'autre choix que de courber l'échine, comme les bêtes amaigries dans les bois. Elle prend le sentier qui mène à la ferme d'Émile Sevère, où aucune femme n'a vécu depuis plus de 20 ans. Je vous recommande la suite. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Merci à vous.